Ma famille m'a mis à la porte le jour de mon anniversaire. Maintenant, ils essaient de revendiquer ma nouvelle maison comme un bien familial. Salut, moi c'est David. Et waouh, j'ai une sacrée histoire à te raconter. J'ai 27 ans, et disons que ma vie a été un vrai chaos dernièrement. Je travaille comme assistant marketing, ce n'est pas un métier prestigieux. Mais ça paie les factures. Enfin, une partie. Je vis avec mes parents et mon petit frère Tom dans une maison pas terrible. L'endroit est étroit, délabré, et sent toujours bizarre. Mais c'est chez moi, enfin, ça l'était. Je précise quand même que je contribue énormément à la maison. Je paie une grosse partie des factures, j'achète les courses, et je m'occupe des réparations quand quelque chose tombe en panne. Tu penserais que j'aurais un peu de reconnaissance pour ça, non? Mais non. Chaque fois que j'entre dans une pièce, j'entends ma mère, Suzanne, me rabaisser comme si j'étais un raté. « David, quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail ?» disait-elle. C'est sa phrase préférée. Mais qu'est-ce qu'elle entend par vrai travail? Je me tue à la tâche au boulot. Le marketing, ce n'est pas simple. Mais à ses yeux, comme je ne suis pas médecin ou avocat, ça ne compte pas. Et quand j'essaie de me défendre, j'ai toujours droit à la même réplique, si c'était un vrai travail, tu aurais ton propre logement. Ouais, bien sûr, maman. Et puis, il y a Tom, mon frère de 26 ans. On ne s'est jamais vraiment entendu. Il a cette attitude arrogante, il me regarde toujours de haut, comme s'il valait mieux que moi juste parce qu'il a plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il ne fait presque rien à la maison. Et devine qui rattrape son inaction? Moi. Mais est-ce que quelqu'un s'en soucie? Non. Bref, mon 20e anniversaire approchait, et malgré tout, j'étais un peu excité. Je sais, c'est naïf, hein? Mais je pensais que cette année, ça serait peut-être différent. J'avais même économisé pour m'offrir un beau gâteau dans une pâtisserie chic du centre-ville. J'imaginais qu'on aurait une petite fête. Juste nous 4. Ce n'était pas grand-chose, mais je pensais que, peut-être, il s'en soucierait enfin. Quelques jours avant, je m'étais assis avec ma mère et mon père, Marc, pour leur en parler. Et, je pensais qu'on pourrait faire quelque chose pour mon anniversaire ce week-end. Juste, passer un moment ensemble, peut-être manger du gâteau, avais-je dit, en essayant de garder mes attentes basses. Maman n'a même pas levé les yeux de son magazine. On verra, David. On a peut-être des projets. Des projets? Le jour de mon anniversaire? J'aurais dû me douter que quelque chose clochait, mais je ne voulais pas y croire. J'avais vécu toute ma vie là, je les avais aidés, j'avais travaillé dur. Pourquoi ferait-il des projets sans moi? Le jour de mon anniversaire est arrivé, et j'étais plutôt de bonne humeur. J'étais allé travailler, j'avais reçu plein de messages, joyeux anniversaire, de mes collègues, et je m'étais même offert une nouvelle tenue. Ça s'annonçait bien, non? Je pensais que, peut-être, en rentrant, je trouverais une petite surprise. Une carte, un gâteau, n'importe quoi. Mais dès que j'ai garé ma voiture dans l'allée, mon estomac s'est noué. Toutes mes affaires étaient sur la pelouse. Des cartons, des sacs, mes vêtements, mes livres, tout balancé là, comme des ordures. J'ai sauté hors de la voiture, le cœur battant, et je me suis précipité sur le perron. Et ils étaient là, ma mère, mon père et Tom, juste plantés devant moi, à me fixer. C'était comme une espèce de réunion familiale tordue. Mon cœur battait à tout rompre, et je n'arrivais même plus à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, en essayant de garder ma voix stable. Ma mère a avancé d'un pas, son visage froid, comme si elle s'en fichait complètement. David, il est temps pour toi de partir. Tu n'es plus le bienvenu ici. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qu'elle disait. Partir? Le jour de mon anniversaire? C'était une mauvaise blague? J'ai regardé mon père, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende, que ce soit un malentendu. Mais non. Il fixait le sol, les mains dans les poches, incapable même de me regarder. Une vague de colère et de confusion m'a envahi. Mais, c'est mon anniversaire. Je vais où, maintenant? Ma voix s'est brisée, et je détestais le désespoir qui en ressortait. C'est alors que Tom a ouvert la bouche, avec ce petit sourire suffisant qui me donnait envie de hurler, peut-être que tu aurais dû y penser avant d'être un fardeau toutes ces années. Un fardeau? Moi qui payais les factures, achetais la nourriture, empêchais cette baraque de tomber en ruine? Comment osait-il? Je me suis tourné vers ma mère, cherchant une explication, n'importe quoi qui ait du sens. Ce n'est pas assez, dit-elle d'une voix tranchante comme une gifle. On a besoin d'espace, et franchement, il est temps que tu grandisses. Voilà. Pas d'empathie, pas de seconde chance. Juste de la froideur. J'avais les larmes aux yeux, mais je refusais de leur donner cette satisfaction. Je peux au moins prendre mes affaires, ai-je murmuré. Elles sont toutes prêtes, répondit ma mère en désignant les cartons sur la pelouse, comme si de rien n'était. Tu devrais partir maintenant. C'était tout. Joyeux anniversaire, hein? J'ai commencé à charger les cartons dans ma voiture, les mains tremblantes. Tout semblait irréel, comme un cauchemar. Je voulais hurler, pleurer, leur demander comment ils pouvaient être aussi cruels. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à transporter carton après carton, en essayant de rester debout. Quand j'ai fini, je les ai regardés une dernière fois,
priant au fond de moi qu'il change d'avis, qu'il réalise à quel point c'était insensé. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le jour de mon anniversaire? Ai-je murmuré. Maman n'a même pas scié. Considère ça comme notre cadeau, l'indépendance. Et voilà. J'étais parti. Le jour qui aurait dû être une célébration s'est transformé en exil. J'ai conduit loin de la seule maison que j'avais jamais connue, sans savoir où aller. J'ai fini dans un motel miteux, avec une enseigne au néon qui clignotait, à passer mon anniversaire seul, entouré de mes affaires entassées à la va-vite. Allongé sur ce lit, à fixer le plafond, je me demandais comment les gens censés m'aimer pouvaient être aussi cruels. Comment avaient-ils pu faire ça, à leur propre fils, le jour de son anniversaire? Cette nuit-là, je me suis fait une promesse, je ne dépendrai plus jamais d'eux. Je me relèverai, peu importe à quel point ce serait difficile. Parce que visiblement, j'étais désormais seul. Après ce désastre d'anniversaire, je me sentais comme si un camion m'avait percuté. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir été mis à la porte. C'était surtout de réaliser que ceux qui étaient censés me soutenir n'en avaient rien à faire. J'ai passé cette nuit dans un motel crasseux, à essayer de comprendre, mais ça n'avait aucun sens. Alors, le lendemain, j'ai fait la seule chose possible, je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Quoi d'autre pouvais-je faire? Je ne pouvais pas juste m'apitoyer sur mon sort. J'avais des factures à payer. Et maintenant, il fallait que je trouve un logement. Ma patronne, Anna, a vite remarqué que quelque chose n'allait pas. J'étais tout le temps au bureau, avachi sur mon ordinateur portable, à répondre aux mails comme un robot. Elle est perspicace, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle m'interpelle. C'était tard, le bureau était presque vide, quand elle m'a trouvé à mon poste. « David, on peut parler ?» demanda-t-elle en s'appuyant sur le bord de ma cabine. J'ai levé les yeux, et je devais vraiment avoir une sale tête, car elle m'a lancé un regard inquiet. « Tu vas finir par t'épuiser à ce rythme. Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne voulais pas vraiment entrer dans les détails, mais dès qu'elle a posé la question, tout est sorti d'un coup. Je lui ai raconté comment ma famille m'avait mis à la porte, comment je vivais dans ce motel miteux avec toutes mes affaires encore dans des cartons. Pendant que je parlais, l'expression de Anna s'adoucissait. Elle ne disait rien au début, elle écoutait simplement, ce qui était déjà bien plus que ce que ma famille n'avait jamais fait. Quand j'ai terminé, elle a poussé un soupir et m'a dit « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt ?» J'ai haussé les épaules, gêné. Je veux dire, c'est ma patronne, pas ma thérapeute. Mais ça ne semblait pas la déranger. « Écoute, David, j'ai une chambre libre chez moi. Ce n'est pas grand-chose, mais tu peux y rester le temps de te retourner. » Je n'arrivais pas à y croire. Je ne savais même pas quoi répondre. « Sérieusement ?» ai-je demandé, m'attendant à ce qu'elle change d'avis, mais elle a souri et hoché la tête. « Bien sûr. Je sais ce que c'est que de traverser une période difficile. Ne t'inquiète pas. » J'étais tellement soulagé que j'ai failli éclater en larmes encore une fois, mais j'ai réussi à me retenir. « Merci » ai-je murmuré. « Je ne sais pas comment te rendre ça. » Elle a balayé mes mots d'un geste de la main. « N'en parle même pas. Tu fais un travail incroyable, et je ne veux pas te voir t'écrouler. Promets-moi juste de prendre soin de toi. » Et voilà, j'avais un endroit où rester. Ce n'était pas vraiment chez moi, mais c'était déjà quelque chose. Le lendemain, j'ai pris mes affaires du motel et j'ai emménagé dans la chambre d'amis de Anna. Elle était petite, mais propre, chaleureuse et calme, exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. La première nuit, je suis resté assis sur le lit, essayant d'assimiler tout ça. Je me sentais un peu mieux, mais j'avais toujours ce vide dans la poitrine, comme si tout ce que je croyais solide s'était effondré. Pourtant, je ne me suis pas laissé aller trop longtemps. Je me suis jeté encore plus à fond dans le travail. Anna n'avait pas menti en disant qu'elle allait me pousser plus loin. Mais honnêtement, j'appréciais. Ça me gardait occupé. J'ai aussi pris davantage de missions freelance. Je me suis dit que plus j'économiserais vite, plus je pourrais quitter la chambre d'amis et avoir mon propre appartement. Ce n'était pas facile. Certaines nuits, je restais éveillé jusqu'à 3 heures du matin, fixé à mon ordinateur, à essayer de terminer des designs tandis que mon esprit revenait sans cesse à ma famille. Je me disais, peut-être qu'ils allaient t'appeler, peut-être qu'ils allaient s'excuser, peut-être qu'ils allaient réaliser leur erreur. Mais non. Rien. Silence radio. Pendant tout ce temps, mon meilleur ami Mike a été une vraie bouée de sauvetage. On se connaissait depuis la fac, et même si on n'habitait plus dans la même ville, on était restés très proches. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il était furieux. « J'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça », m'a-t-il dit au téléphone. « Tu mérites tellement mieux. » Il n'avait pas tort, mais ça faisait quand même mal. « Ouais, ben, c'est comme ça », ai-je marmonné. « Je dois juste avancer. » Mike, fidèle à lui-même, a essayé de détendre l'atmosphère. « Tu sais ce qui les énerverait vraiment ?» a-t-il dit en riant. « Que tu deviennes super successful et que tu leur mettes ça sous le nez. » J'ai ri, mais l'idée est restée dans un coin de ma tête. Pas que je cherchais la revanche, enfin, peut-être un peu. Mais surtout, je voulais me prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Que je pouvais réussir seul. Alors c'est devenu ma mission, travailler plus dur, économiser davantage, et finir par quitter la chambre d'amis de Anna pour un chez-moi. Au fil des mois, les choses ont commencé à s'améliorer. Mes designs attiraient de plus gros clients,
et je gagnais plus d'argent que jamais. Je me répétais que chaque nuit blanche, chaque heure perdue en valait la peine. Et franchement, c'était vrai. Petit à petit, je reconstruisais ma vie, un projet à la fois. J'avais l'impression que, finalement, je n'avais pas besoin de ma famille. Bien sûr, ça faisait mal, et ça ferait toujours mal, mais je prouvais que je pouvais survivre sans eux. En fait, je ne faisais pas que survivre, je m'épanouissais. Et ça faisait du bien. Un jour, Anna m'a appelé dans son bureau avec un immense sourire. « David, j'ai une bonne nouvelle », a-t-elle dit. « Ça te dirait de devenir designer principal ? Avec une augmentation, bien sûr. » J'étais sans voix. « Tu plaisantes ?» ai-je lâché, sur le point de m'évanouir d'excitation. « Pas du tout », répondit-elle en souriant encore. « Tu l'as mérité. Tu as fait un travail incroyable, et il est temps que ce soit reconnu. » Je n'en revenais pas designer principal ? Moi, j'avais l'impression que tout le travail acharné, toutes ces nuits sans sommeil, tout ce stress, ça payait enfin. « Merci », ai-je réussi à dire, toujours sous le choc. « Ne me remercie pas trop vite », dit-elle en me lançant un clin d'œil. « Tu auras beaucoup plus de responsabilités maintenant. » Peu importe. J'étais prêt. C'était exactement ce pourquoi j'avais travaillé. Avec l'augmentation et mes missions freelance, j'étais enfin dans une situation où je pouvais envisager ma prochaine étape. Littéralement. Je n'allais pas rester éternellement dans la chambre d'amis de Anna, et désormais je pouvais sérieusement chercher un appartement à moi. Mais au fond, ce n'était pas seulement une question d'argent ou de travail. C'était surtout le sentiment d'avoir enfin repris le contrôle de ma vie. Pendant si longtemps, je m'étais senti coincé dans cette maison avec ma famille, coincé dans leurs attentes, coincé dans leurs jugements. Mais maintenant, j'étais libre. Je prenais mes propres décisions, je construisais ma propre vie, et personne ne pouvait m'enlever ça. J'avançais enfin. Et ça faisait un bien fou. Quelques semaines après ma promotion comme designer principal, j'avais vraiment l'impression que ma vie s'alignait. Je travaillais sans relâche, j'économisais, et j'envisageais même sérieusement de prendre mon propre appartement. Tout semblait aller pour le mieux. Mais évidemment, c'est toujours quand tu penses que tout roule que la vie décide de tout chambouler. Ça a commencé un mercredi après-midi, banal. J'étais plongé dans un gros projet quand mon téléphone a vibré. Je n'y ai pas prêté attention, pensant que c'était juste un mail. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, j'ai vu le nom que je m'attendais le moins à voir. Tom. Mon frère. La dernière personne que j'avais envie d'entendre. Pendant quelques secondes, je suis resté à fixer l'écran. Une partie de moi ne voulait pas répondre. Je n'avais eu aucune nouvelle de Tom ni de mes parents depuis qu'ils m'avaient jeté dehors le jour de mon anniversaire, et honnêtement, ils ne m'avaient pas manqué. Mais la curiosité a fini par gagner, et j'ai décroché. « Salut », ai-je dit en essayant de rester neutre. « David, c'est moi », répondit Tom, d'une voix plus basse qu'à son habitude. Ce n'était pas son ton arrogant habituel, ce qui m'a déstabilisé. « Je sais que c'est toi », ai-je répliqué, un peu agacé. « Qu'est-ce que tu veux ?» Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. J'ai cru un instant qu'il avait raccroché. Puis il a repris, et j'ai entendu l'hésitation dans sa voix. « J'ai besoin d'aide. » J'ai levé un sourcil, incrédule. « Tom ? Avoir besoin de mon aide. Le même frère qui avait regardé sans rien dire pendant qu'on jetait mes affaires sur la pelouse ? Ouais, bien sûr. Je ne sais pas quoi te dire, ai-je répondu, sentant déjà la colère monter en moi. Vous avez été très clair, je ne fais plus partie de la famille. Il a poussé un soupir. Écoute, je sais que ça a été dur, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est à propos de papa. Il a perdu son boulot, et les dépenses de maman sont incontrôlables. Je ne peux plus payer mes études. Et voilà, la vraie raison de l'appel. Ce n'était pas à propos de moi, ni de s'excuser, ni même de se soucier de ce qui s'était passé. C'était pour l'argent. C'était toujours pour l'argent. Je me mordis la lèvre, luttant contre la vague d'émotions qui m'envahissait. Une partie de moi voulait l'envoyer balader, lui rappeler comment il m'avait traité, raccrocher et ne jamais revenir en arrière. Mais une autre partie de moi, une petite partie stupide, ressentait encore ce tiraillement de l'obligation. Après tout, c'était ma famille. Ou du moins, ça l'avait été. Alors si je comprends bien, dis-je, la voix plus tranchante que je ne le voulais, tu m'appelles maintenant, après des mois de silence, parce que tu as besoin d'argent ? Ce n'est pas qu'une question d'argent, répondit Tom rapidement. On est dans une mauvaise passe, David. Tu sais comment est maman. Elle dépense à tout va. Et papa ? Eh bien, sans travail, il ne s'en sort pas vraiment. Je ne sais pas quoi faire. Je pris une profonde inspiration pour garder mon calme. Ça ressemble à ton problème, Tom, pas au mien. Allez, David, on est une famille, dit-il, et je pouvais presque entendre la détresse dans sa voix. C'était la première fois depuis des années qu'il paraissait vulnérable, mais je n'allais pas tomber dans le piège. La famille ? Ricanai-je, incapable d'empêcher l'amertume de s'infiltrer dans ma voix. Vous m'avez foutu dehors le jour de mon anniversaire. La famille ne fait pas ça. Il ne trouva rien à répondre. Juste un long silence. Et, honnêtement, ce silence m'en dit plus que tout. J'en ai fini d'être votre roue de secours, dis-je fermement. Toi, maman et papa,
vous avez été très clair sur la place que j'avais parmi vous. Ne m'appelle plus jamais. » Avant qu'il ne puisse répliquer, je raccrochai. Ma main tremblait légèrement en posant le téléphone sur mon bureau. Je ressentais ce mélange étrange de colère, de tristesse et de soulagement. Ça faisait du bien de m'affirmer, de poser enfin mes limites et de dire non. Mais en même temps, ça faisait mal que ça en soit arrivé là. Je restais assis quelques minutes, fixant le mur, essayant de tout digérer. Je repensais à toutes les fois où je m'étais plié en quatre pour eux, à toutes les fois où j'avais sacrifié mon propre bonheur pour le leur. Et qu'est-ce que ça m'avait apporté? Être sans abri le jour de mon anniversaire. Il était temps d'arrêter de culpabiliser parce que je m'éloignais. Ils avaient fait leur choix, et moi j'avais fait le mien. Après cet appel, je me replongeais dans le travail. Je ne voulais pas trop y penser, car je savais que ça ne ferait que me tirer vers le bas. Alors je me concentrais sur le projet en cours, essayant de repousser les pensées de Tom et de mes parents au fond de mon esprit. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elles s'infiltrent, elles sont difficiles à chasser. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne cessais de rejouer la conversation dans ma tête. Je pensais à ce que j'aurais pu dire, ce que j'aurais dû dire. J'avais envie de croire que peut-être, au fond, ils regrettaient. Mais je savais que non. Ils n'avaient pas appelé parce qu'ils me manquaient ou parce qu'ils regrettaient leurs actes. Ils avaient appelé parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi, et je n'allais pas les laisser m'utiliser à nouveau. Le lendemain matin, je me réveillais plus déterminé que jamais. Il était temps de me concentrer sur moi, sur ma vie, ma carrière et mon avenir. Je ne pouvais plus continuer à regarder en arrière, à me demander si les choses auraient pu être différentes. Elles ne l'étaient pas. Et c'était ça, la réalité. À partir de ce jour-là, je me fis une promesse, je n'allais plus laisser ma famille m'entraîner vers le bas. J'en avais déjà assez subi, et j'étais enfin dans une situation où je pouvais construire quelque chose de bon pour moi. Je n'allais pas les laisser gâcher ça. Bien sûr, une partie de moi culpabilisait encore de les avoir coupés, de ne pas aider alors qu'ils traversaient une mauvaise passe. Mais alors je me rappelais, où étaient-ils quand moi, j'étais en galère? Où étaient-ils quand j'avais besoin d'aide? Oui, je ne leur devais rien. Alors j'ai continué. J'ai travaillé dur, j'ai économisé mon argent, et je me suis concentré sur l'avenir. Et chaque fois que la culpabilité revenait, je me rappelais cet appel. Ils avaient fait leur lit, maintenant ils devaient s'y allonger. Je n'allais plus être leur filet de sécurité. Et franchement, ça faisait du bien d'être enfin libre. J'ai fini par économiser assez pour acheter un superbe appartement, et honnêtement, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. J'étais en plein projet, plongé dans mes designs, quand la sonnette retentit. Au début, je pensais que c'était peut-être un colis. J'avais commandé pas mal de choses pour le boulot, donc je n'y prêtais pas vraiment attention. Mais en regardant la caméra de sécurité, je me figeai. Là, sur mon perron, se tenaient mes parents et Tom. Mon estomac fit une drôle de pirouette, comme si on venait de me donner un coup de poing. Ils ne m'avaient pas contacté depuis cet appel de Tom, des semaines plus tôt. Je pensais qu'on en avait fini. Alors pourquoi diable était-il là? Je pris une grande inspiration pour me calmer avant d'ouvrir la porte. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure, essayant d'imaginer toutes les raisons possibles de leur présence. Peut-être qu'ils venaient s'excuser, ou peut-être qu'ils avaient encore besoin de quelque chose. Honnêtement, je ne savais pas ce qui serait pire. Quand j'ouvris la porte, ma mère, Suzanne, n'attendit même pas que je dise quoi que ce soit. Elle me bouscula pour entrer, ses yeux parcourant mon salon comme si elle était en train de l'évaluer. « Waouh, David, tu t'en es vraiment bien sorti, dit-elle, avec ce drôle de sourire qui n'en était pas vraiment un. Je restais là, stupéfait. Tom entra à son tour, l'air mal à l'aise, tandis que mon père, Marc, passa en dernier, les mains enfoncées dans les poches, comme s'il ne savait pas quoi faire de lui-même. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demandai-je, essayant de garder ma voix stable. Mon cœur battait à toute allure et je sentais une tension monter en moi. Je savais que cette conversation n'allait pas être bonne, mais j'espérais, peut-être, avoir tort. Ma mère se retourna, ce faux sourire toujours collé aux lèvres. Nous sommes venus pour parler des arrangements de logement. Je clignai des yeux, confus. Quoi? Papa s'éclaircit la gorge et, pour la première fois depuis leur arrivée, il parla. Nous pensons qu'il est temps que la famille se retrouve. J'ai failli éclater de rire. C'était tellement absurde, tellement ridicule, que l'espace d'une seconde j'ai cru qu'il plaisantait. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Demandai-je, la voix pleine d'incrédulité. Le sourire de maman disparut, elle croisa les bras et me regarda comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Non, David. On en a parlé, et on pense qu'il est temps qu'on vive tous ensemble de nouveau, comme une famille. Je la fixai, sans voix. Ça devait être une blague. Après tout ce qui s'était passé, après m'avoir jeté dehors le jour de mon anniversaire, et maintenant vous voulez emménager chez moi. Tom, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole avec son ton suffisant habituel. Allez, David. Ne sois pas si dramatique. Tout ça, c'est du passé. Je sentis mon sang bouillir. Du passé? Vous m'avez foutu dehors le jour de mon anniversaire. Vous m'avez laissé sans rien, sans soutien, et maintenant vous voulez revenir dans ma vie comme si de rien n'était? L'expression de maman se durcit.
Nous t'avons donné le coup de pouce dont tu avais besoin, dit-elle d'une voix glaciale. Et regarde à quel point tu t'en es bien sorti grâce à ça. Tu devrais nous remercier. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils essayaient de s'attribuer le mérite de ma réussite, de tout ce pourquoi je m'étais battu. Donc quoi? Vous croyez que vous pouvez débarquer, revendiquer le fruit de mon travail acharné et quoi? Venir habiter ici? C'est ma maison, pas la vôtre. Papa, jouons les conciliateurs, fit un pas en avant. David, sois raisonnable. On traverse une mauvaise passe. Tu as tout cet espace et on s'est dit que ce serait bien d'être de nouveau ensemble. Je secouai la tête, ma frustration grandissant à chaque mot. Vous êtes là seulement parce que vous avez besoin de quelque chose. Vous ne vous êtes pas soucié de moi quand j'étais dans la galère, et maintenant vous voulez que je vous aide. Ça ne marche pas comme ça. Le visage de maman se tordit de colère. Nous sommes ta famille, David. Nous avons sacrifié pour toi. Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Je ne puis plus me retenir. Sacrifié? Et qu'as-tu sacrifié, maman? Vous m'avez jeté dehors. Vous ne m'avez pas aidé quand j'en avais le plus besoin. Vous m'avez traité comme si je n'étais rien. Et maintenant vous croyez avoir droit à ma réussite? À ma maison? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais je n'en avais pas fini. J'ai travaillé dur pour tout ça. J'ai construit cette vie par moi-même, sans aucune aide de vous. Vous n'avez aucun droit de débarquer ici et de revendiquer quoi que ce soit. Tom leva les yeux au ciel. Mon Dieu, David, arrête d'être égoïste. On te demande juste un petit coup de main. Ce mot, égoïste, m'a fait exploser. Égoïste? Tu veux parler d'égoïsme? Comme quand vous m'avez jeté dehors, me laissant sans rien? Comme maintenant, en débarquant ici pour exiger que je vous loge parce que vous avez bousillé vos propres vies? Ça, c'est égoïste, Tom. Pas moi. Papa s'avança encore, la voix plus douce, presque suppliante. David, s'il te plaît. On demande juste une chance. Je pris une profonde inspiration pour calmer la tempête en moi. Non. Vous n'avez plus le droit de faire ça. Vous n'avez plus le droit de m'utiliser. Les yeux de maman se plissèrent. Très bien. Si tu veux jouer au difficile, nous prendrons des mesures légales. Nous avons des droits, tu sais. Je n'en croyais pas mes oreilles. Des mesures légales? Sur quelle base? On trouvera bien quelque chose, dit-elle d'une voix venimeuse. Ne me pousse pas, David. Je laissai échapper un rire amer. Allez-y et essayez. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est ma maison, et vous n'y avez aucun droit. Vous n'emménagez pas ici. Pas maintenant. Pas jamais. Ils ne dirent rien pendant un moment. Je pouvais voir la colère et la frustration s'accumuler sur leurs visages, mais je m'en fichais. Je n'allais pas céder. Finalement, je me dirigeai vers la porte d'entrée et l'ouvris grand. Dehors, dis-je d'une voix ferme. Maintenant. Ils hésitèrent un instant, mais je restai droit, attendant qu'ils partent. Maman souffla bruyamment, me lança un regard plein de haine, puis sortit. Papa la suivit, l'air de vouloir dire quelque chose, mais il se retint. Puis Tom, secouant la tête d'un air incrédule, sortit sans un mot. Dès qu'ils furent partis, je refermai la porte et m'appuyai contre elle, inspirant profondément. Mon cœur battait encore à tout rompre, mes mains tremblaient, mais je ressentais ce soulagement étrange, comme si un poids venait de se lever de mes épaules. Je n'allais plus les laisser profiter de moi. Pas maintenant. Pas jamais. Après avoir mis ma famille dehors, le calme revint. Je ne vais pas mentir, ce fut un soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de contrôler ma vie, de ne plus attendre que le pire arrive. Mais au fond, je savais que ce n'était pas la fin. Ma mère avait lancé cette menace d'action en justice, et même si je pensais qu'elle n'avait aucun fondement, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment, il n'allait pas abandonner. Quelques jours plus tard, je reçus un appel de Mike. C'est l'un de mes plus proches amis, et heureusement pour moi, il est aussi avocat. Je lui avais parlé de la situation en passant, sans entrer dans les détails. Maintenant que ma famille avait franchi la ligne, je me dis qu'il était temps d'obtenir un vrai conseil. « Salut David », dit Mike quand je décrochai. « Tu as un moment pour parler? J'ai réfléchi à ta situation. » « Oui, bien sûr, répondis-je, sentant une pointe d'anxiété. « Qu'est-ce qu'il y a? » J'ai creusé un peu plus la situation de tes parents, dit-il, le ton plus grave. « Je sais que tu m'as dit qu'ils avaient des problèmes financiers et que tu crains qu'ils tentent un coup tordu. Eh bien, après quelques recherches, il s'avère qu'ils sont dans une situation bien pire que tu ne pensais. » Mon cœur se serra. Je n'avais pas envie d'entendre ça, mais je savais que je devais. « Qu'est-ce que tu veux dire? » demandai-je. « Il y a un passif financier, David. Des problèmes d'impôts. Des dettes. Ce n'est pas juste que ton père a perdu son emploi et que ta mère dépense trop. Ça fait des années qu'il creuse ce trou. Et maintenant que tu as clairement dit qu'ils ne pouvaient pas compter sur toi, ils deviennent désespérés. » Je restai là, digérant ces paroles. Mon esprit revit les menaces de ma mère, ses paroles sur une action en justice, son sentiment d'avoir droit à ce que j'avais bâti. Tout ça prenait sens. Ce n'était pas juste qu'ils avaient besoin d'aide. Ils cherchaient une porte de sortie à leur désastre, et ils me voyaient comme cette porte. Alors, qu'est-ce que je fais? Demandai-je, sentant de nouveau ce poids familier sur mes épaules. Mike resta silencieux une seconde avant de répondre. D'abord,
il faut que tu te protèges. Ils n'ont sans doute pas grand-chose pour te prendre quoi que ce soit légalement. Mais les gens font des choses stupides quand ils sont désespérés. On devrait déposer une demande d'ordonnance restrictive pour les empêcher de te harceler. Tu as déjà assez de preuves de leur comportement, leurs menaces, leur intrusion chez toi. C'est le moment de prendre des mesures légales. Une ordonnance restrictive. Ça sonnait extrême, mais en même temps, je savais que c'était la bonne décision. Ma famille avait déjà montré qu'elle ne respectait pas mes limites, et s'ils étaient assez désespérés pour insister, je devais me protéger. Je le fais, dis-je, résolu. On dépose la demande. Mike m'expliqua le processus, et en quelques jours, tout était en route. Ce n'était pas seulement pour les empêcher de venir chez moi. C'était pour tracer une ligne, une bonne fois pour toutes. Je n'allais pas les laisser m'entraîner dans leur chaos. J'avais travaillé trop dur pour en arriver là, et je n'allais pas laisser leurs problèmes dérailler ma progression. Mais alors que tout ça se mettait en place, je remarquai quelque chose d'étrange. J'ai commencé à recevoir des messages étranges de connaissances communes, des gens qui connaissaient ma famille mais avec qui je n'avais pas eu de contact depuis longtemps. Au début, c'était vague, puis ça s'est précisé, mes parents racontaient des mensonges à mon sujet. Apparemment, je les avais abandonnés au moment où ils avaient le plus besoin de moi. J'étais égoïste et ingrat de ne pas les avoir aidés après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. C'était risible, vraiment. Les mêmes personnes qui m'avaient mis dehors le jour de mon anniversaire essayaient maintenant de se faire passer pour des victimes. Je n'en revenais pas. Mais en même temps, ça m'énervait. J'avais travaillé si dur pour reconstruire ma vie, et voilà qu'ils essayaient de la détruire en montant les autres contre moi. J'ai rappelé Mike pour l'informer des rumeurs. « Qu'est-ce que je dois faire ?» ai-je demandé, la frustration évidente dans ma voix. Honnêtement, n'y prête pas attention, m'a-t-il dit. Ces gens ne connaissent pas toute l'histoire, et tes parents comptent sur le fait que tu te mettes sur la défensive et que tu essaies de te justifier. Ne leur donne pas cette satisfaction. On s'en occupera devant le tribunal si ça va jusque-là. Et crois-moi, tu n'as rien à craindre. Ce n'était pas facile de suivre le conseil de Mike. Mon premier réflexe était de crier la vérité à qui voulait l'entendre, de leur expliquer comment ma famille m'avait traité et pourquoi j'avais toutes les raisons de couper les ponts. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que Mike avait raison. Je ne devais d'explication à personne. Je connaissais la vérité, et ça suffisait. Les semaines ont passé, et la procédure judiciaire a avancé. Mike a été redoutable au tribunal, et lorsque l'ordonnance restrictive a été officialisée, j'ai senti un énorme poids s'envoler de mes épaules. Ma famille ne pouvait plus m'approcher, si elle essayait encore ses petites manigances, elle aurait de sérieux ennuis judiciaires. Mais ce n'était pas la fin de leurs problèmes. Tu te souviens de ces soucis financiers dont Mike avait parlé ? Eh bien, il s'avérait qu'ils étaient pires que ce qu'on croyait. Après quelques recherches supplémentaires, Mike a découvert que mes parents esquivaient le fisc depuis des années. Ils avaient caché de l'argent, falsifié des documents, et maintenant l'IRS leur tombait dessus. C'était presque poétique de voir le désastre qu'ils avaient créé se retourner contre eux. Aussi fort que je veuille ressentir de la pitié pour eux, je ne pouvais pas. Ils s'étaient attirés ça tout seuls. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils devaient en assumer les conséquences. Je n'allais plus être leur sauveur. Un jour, après que tout se soit apaisé, j'étais assis dans mon salon, le regard perdu par la fenêtre, à réfléchir à tout ce qui s'était passé. C'était étrange de ressentir ce sentiment de clôture. J'avais passé tant de temps à me sentir piégé par les attentes de ma famille, par leurs manipulations et leurs chantages affectifs. Et maintenant, pour la première fois, je me sentais libre. Mike a appelé plus tard ce soir-là pour prendre de mes nouvelles. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé. « Je vais bien » ai-je répondu, et pour la première fois, je le pensais vraiment. Ça a été un sacré voyage, mais je vais bien. Tu as fait ce qu'il fallait, David, a dit Mike. Ils ont fait leur choix, et toi tu as fait les tiens. Ne les laisse pas te faire culpabiliser d'avoir pris soin de toi. J'ai souri pour moi-même. Il avait raison. J'avais su me défendre, et je n'allais pas culpabiliser pour ça. Trop longtemps, j'avais laissé ma famille contrôler ce que je ressentais, ce que je faisais, et maintenant j'avais enfin le contrôle de ma propre vie. Et ça faisait un bien fou.